Laurent Bègue-Chanclande, bonjour. Bonjour. Alors, votre livre chez Odile Jacob, Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences, avec une couverture magnifique avec ce chien qui a un regard superbe. Donc, vous racontez en effet, enfin, vous expliquez toute notre ambiguïté vis-à-vis des animaux. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce combat nouveau et tout ce qu'on découvre sur l'intelligence, sur les intelligences animaux? Est-ce que vous pensez que ça peut résoudre un peu des problèmes face à cette hypocrisie finalement que nous avons vis-à-vis des animaux? Oui, alors déjà, l'idée d'une diversité, finalement, d'une pluralité de modes d'accès à la connaissance, de modes de perception, quelque chose qui ouvre beaucoup, finalement, à des réalités que nous avions jusqu'à présent ignorées, à la considération pour d'autres façons d'exister, d'autres façons d'être au monde en quelque sorte. Et donc je crois que cette perception, cette conception des intelligences multiples et animales, c'est une grande liberté qui s'ouvre à nous, à la fois d'accueillir et de découvrir par curiosité les animaux tels qu'ils sont, et pas tels que nous leur dictons qu'ils doivent être dans nos assiettes ou bien dans nos livres. Et puis aussi, en retour, mais ça c'est le cadeau, ça peut aussi nous inciter à nous revoir nous-mêmes comme finalement marqués par différentes formes d'intelligence, mais certaines que nous avons finalement voulu ignorer, voire mépriser. Donc c'est finalement une voie de libération. Et c'est vrai que quand on lit votre livre avec toutes ces études, notamment sur la dissonance cognitive, vous allez nous en parler, nous expliquer ce que c'est, on peut presque se poser la question parfois de certaines intelligences humaines quand même. Je suis C'est vrai. un peu provocatrice là, mais... Oui, alors en fait, nous avons deux choses qui sont un peu incompatibles. Nous avons à la fois un attachement fondamental, évolutionnaire finalement, une sorte de biophilie, comme le disait Wilson, donc un attachement fondamental à la vie, aux êtres vivants, qui vraiment est sincère et profond. Et en même temps, nous avons une habitude multiséculaire d'exploitation des animaux de manière assez massive et constante. Et donc, il y a une sorte de tension, une dissonance cognitive qui en résulte. Et donc, nous devons trouver des solutions pour la surmonter. Ces solutions vont passer par la dépréciation des capacités des animaux, ou bien par leur invisibilisation, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, on ne voit plus leur être ou leur corps dans les produits dont ils sont issus. Voilà. Des stratégies qui parfois sont amplifiées évidemment par l'industrie, qui sait très bien effectivement masquer les corps d'animaux sous des découpes géométriques, dans des barquettes blanches. Et puis on a ensuite des stratégies qui vont nous amener à ne pas réaliser en fait leur place, c'est-à-dire à minimiser notre consommation et notre exploitation des animaux. Alors on voit quand même qu'il y a une vraie sensibilité qui émerge, et vous avez fait une expérience qui est assez incroyable avec un poisson robot. Racontez-nous ça. Oui, alors l'expérience qui a été réalisée pour reproduire finalement avec une victime animale la fameuse expérience de 1000 grammes a consisté à présenter à 750 personnes recrutées par voie de presse un poisson de 50 cm qui évoluait dans un aquarium de 3000 litres, un poisson qui en fait était un robot qui a été donc disposé dans l'aquarium et qui se déplaçait de façon autonome. Les participants pensaient participer à une étude sur le test d'un médicament destiné à être commercialisé, dont on devait tester la létalité. Et donc pour éviter justement une intoxication des utilisateurs, et donc les participants devaient administrer dans l'aquarium 12 doses successives de ce produit progressivement de plus en plus toxique pour l'animal. Ce produit était également censé stimuler les capacités cognitives du poisson qui avaient été préalablement, soi-disant, conditionnées. Et donc ce que j'ai observé, c'est que 53% des participants ont administré les 12 doses, tuant ainsi le poisson, dont ils avaient pourtant durant l'expérience un feedback cardiaque. Ils entendaient la détresse progressive du poisson qui se cognait aux vitres, etc. 20% ont refusé de commencer. Parmi ces 20%, il y avait davantage de femmes, par exemple, davantage de personnes qui refusaient l'opposition humain-animal, davantage de personnes qui avaient un niveau d'empathie légèrement plus élevé. Et puis entre ces 20% qui ont refusé de commencer et ces 53% qui sont allés jusqu'au bout, il y a eu tout le reste qui se sont distribués entre la dose 1 et la dose 11. Ce que j'ai également pu montrer, c'est que lorsqu'on rendait saillante, lorsqu'on rendait évidente l'idée de science, l'idée de bénéfice scientifique, les gens semblent surmonter encore davantage leur empathie et vont en moyenne plus loin.
Donc tout ça, ça permet de montrer que les gens surmontent leur empathie pour des buts nobles, en tout cas tels que la société finalement leur présente, des buts acceptables, des buts en termes de connaissances. Et même s'ils ont du mal évidemment à tuer un poisson, ils le font parce qu'ils pensent qu'ils rendent service à l'humanité en quelque sorte. Est-ce que du coup, avec toute votre expérience et toutes ces études que vous rassemblez dans ce livre, vous êtes un peu optimiste sur l'avenir? Est-ce que les choses changent ou est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que tout ça c'est beaucoup de blabla mais que ça ne suit pas? Quelle est votre position? Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement dans l'expérience, on a la moitié des participants qui finalement ne vont pas jusqu'au bout, alors que c'est un poisson et pour beaucoup d'entre nous, beaucoup en tout cas de personnes, le poisson c'est un être qui est très éloigné. Finalement l'empathie, elle se porte le plus souvent sur des êtres proches, phylogénétiquement, des mammifères notamment, les poissons, on voit bien qu'on a du mal à finalement à s'identifier à un poisson. Les poissons vivent dans un univers qui est étranger au nôtre, un univers liquide, l'empathie semble s'arrêter à la surface de l'eau. Donc là on voit que beaucoup de personnes ont finalement refusé de commencer. On voit les enquêtes finalement qui sont faites dans le monde entier montrent que la cause animale elle devient vraiment un sujet central, en tout cas considérable dans les opinions. Et même si les évolutions alimentaires sont lentes, elles sont significatives, c'est-à-dire dans les populations plus jeunes, clairement, le nombre de végétariens ou de véganes augmente fortement depuis ces dernières années. Donc je crois qu'il y a une évolution civilisationnelle qui est en marche. Bien sûr, elle est lente, mais elle est perceptible. Merci pour cette note d'espoir. Merci.